Julie Neveu, bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour la troisième séquence de cette matinée de débat. Vous êtes normalienne, agrégée d'anglais, vous êtes maître de conférences en linguistique à l'Université Paris-Sorbonne. Vous êtes également dramaturge, auteur et metteur en scène de théâtre. Et ce n'est pas secondaire quant à la perception que vous avez justement du sujet qui nous réunit maintenant. Vous êtes aussi auteur d'essais, peut-être un jour qui sait de fiction. Et le plus récent, publié chez Grasset en 2020, donne toute sa légitimité à votre intervention. Je parle comme je suis, ce que nos mots disent de nous. C'est un essai lumineux, absolument lumineux, que je recommande à tout le monde. Depuis un an et demi, la pandémie perturbe notre vocabulaire. Tour à tour, des mots ont fait irruption, des mots nouveaux ont même surgi, des mots occupent en permanence. Les médias et donc s'impriment et s'enracinent dans nos consciences. Des mots sont si exposés à l'épreuve que nous leur conférons une interprétation, voire un sens différent. Des mots, enfin, sont plongés dans le sommeil. Le choix des mots, l'emploi des mots, la manière dont nous les exprimons constitue l'approche phénoménologique du langage à partir de laquelle, en votre qualité de linguiste, vous observez combien ils sont un double reflet, celui de ce que nous sommes, mais aussi celui de l'époque que nous traversons. Autant dire que le lexique qui nous est commun depuis 18 mois dit beaucoup de notre contemporanéité et de notre devenir. Pour baliser notre échange, Julie, il suffirait presque de se référer aux dictionnaires qui viennent de sortir. Qu'y trouve-t-on comme mots nouveaux? SARS-CoV-2, Covid-19, asymptomatique, hydroalcoolique, 14e, réa et aussi bien sûr télétravailler. Tous ces mots ont-ils leur place d'abord? Et s'ils sont inscrits dans le dictionnaire, est-ce pour nous signifier que nous allons devoir vivre durablement avec eux? Alors merci déjà de votre introduction, Denis. Et écoutez, les dictionnaires et les lexicologues qui travaillent dans ces dictionnaires, ils font un pari chaque année. Quand ils décident, quand ils mettent à jour leur dictionnaire, ils disent bon, gageons que ces mots-là vont rester un temps du moins, et surtout ils les choisissent parce qu'ils sont le témoignage en effet de ce qui a réuni, ce qui a été parlé le plus par les Français, les francophones pendant l'année qui vient de s'écouler. Donc il est vrai que le Larousse 2022 qui vient de sortir a ajouté 150 mots cette année, et c'est une explosion inédite. Il y a aussi l'équipe prestigieuse de l'Oxford Dictionary qui, et ça c'est une première aussi dans l'histoire des dictionnaires, a décidé de ne pas choisir un seul mot qui aurait été celui qui a été le plus prononcé au cours de l'année 2020, puisqu'en fait, eh bien, il y en a eu trop. Donc ils auraient pu choisir coronavirus, ils auraient pu choisir confinement, enfin lockdown en anglais. En fait, ils ont dit on n'y arrive pas, on va garder un cluster de mots. Donc voilà, est-ce qu'ils vont rester? Je pense qu'une minorité va rester. Simplement, il fallait quand même qu'il y ait marqué le coup. Oui. On va commencer par l'un de ces mots nouveaux, puisque notre dialogue, justement, on va s'arrêter sur quelques mots. Le premier mot nouveau, c'est bien sûr Covid-19. Pendant des mois, on n'a pas su s'il était masculin ou féminin. Le Larousse a fait le choix de le qualifier au féminin, le petit Robert au masculin. Alors, que signifie d'abord cette hésitation et qui fait autorité au final pour décider? Alors, c'est vraiment ce qui est en jeu. Qui fait autorité sur la langue? Et la réponse est, là, il y a un problème. Personne. Est-ce que c'est nous? Vous avez dit on ne sait pas. Vous, vous dites quoi? Vous savez, vous? Masculin. Voilà, moi, je dis masculin aussi. Ce qui s'est passé de très intéressant, de vraiment nouveau. Pour un linguiste, c'est un peu une aubaine, même si on ne préférerait pas qu'il y ait ce contexte qui produise ça. Mais c'est que, en fait, donc, le mot Covid-19 est un mot anglais qui a été proposé par l'OMS en février 2020. D'accord? Après, on a eu 2-3 mois pour nous, les Français, les francophones français de France, le prononcer comme on pouvait, comme on voulait, ce mot anglais, qui est un acronyme pour Coronavirus Disease, donc le D était maladie, disease en anglais, et on a tous dit le Covid, spontanément. L'usage spontanément a choisi le masculin. Pourquoi? Parce qu'on le comprenait comme le synonyme de coronavirus, en fait. Et que le, en français, c'est l'article un peu non marqué, c'est celui qu'on utilise par défaut le plus fréquemment, vous voyez. Et ce qui est arrivé d'assez incroyable, mais ça c'est dans la lignée, on va dire, du rapport de l'Académie française par rapport à la langue française. Donc l'Académie française a jugé bon d'intervenir. Bon, apparemment, c'est la secrétaire perpétuelle qui a décidé toute seule de dire ça, Hélène Carrère d'Arcos. Ouais. Bon, début mai, ça faisait 3 mois qu'on disait tous le Covid quand même. Ça, je trouve ça assez grave. Ça faisait 3 mois que tout le monde spontanément avait dit le Covid, c'était approprié ce mot. Et elle a décidé, en suivant une règle qui est en fait assez contestable par sa logique, qu'il fallait dire là
Pourquoi ? Parce que disease serait traduit par maladie si c'était un nom en français. Voyez ? Et elle a suivi en cela l'usage québécois qui, lui, avait légiféré plus tôt et avait dit, attendez, on dit là, ce qu'ils font souvent au Québec, d'adapter un peu plus. Voilà. Donc, il y a eu l'Académie française qui a fait autorité, qui a dit, voilà le bon usage, s'inscrivant dans une histoire, si vous voulez, qui naît au XVIIe, de bon usage du français, pour se démarquer aussi de ceux qui parlent mal. Donc, il y a les sachant parler et les mal sachant parler. Et ben moi, je continue à mal sacher parler, mal savoir parler. Et je continue à dire le, parce que ça m'énerve, parce que c'est l'usage normalement qui décide, si vous voulez. D'accord, bien voilà. sûr. Donc l'usage décide. Oui. Notre agenda de vie personnelle, familiale, affective, professionnelle, ludique est calé sur les périodes de confinement et de déconfinement successifs. Alors jusqu'à la survenue du Covid-19, le confinement était appliqué, il faut le rappeler, aux malades, aux matières radioactives et aux explosifs. Et là, on le voit bien, depuis quelque temps, l'exécutif français, les pouvoirs publics ont beaucoup de mal à employer le mot confinement. Oui. Qu'est-ce qui ressort justement de cette période autour de ces deux mots, confinement et déconfinement ? Oui, en fait, il y a eu donc une productivité incroyable de la famille de mots autour de confin, confiné, confinement, déconfinement, semi-confinement, quasi-confinement, confinement light. Ouais. Mais c'est pas un confinement, moi j'entendais ça dans la rue. Donc en fait, ce qui est très drôle, c'est que, en effet, comme vous l'avez dit, le mot confinement a gagné une extension incroyable en se banalisant et en voulant caractériser notre situation à tous, sur la planète quand même, c'est incroyable. Donc avec cette extension, il a enregistré des fractures sociales. C'est-à-dire que finalement, selon l'endroit où vous vivez, selon que vous êtes dans un petit appartement minuscule ou dans un grand jardin, vous voyez, en Normandie, en train de profiter des pâquerettes, ça s'est vécu très différemment. Et donc le mot confinement s'est chargé de ce traumatisme que beaucoup ont vécu du printemps dernier, et il est devenu quasiment tabou. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que les politiques ont vraiment eu du mal à le réutiliser. Donc, on a eu des mesures de contournement, comme lorsque les mots sont tabous. J'ai dit mesures, d'ailleurs, c'est intéressant, puisque Castex a annoncé des mesures restrictives. Il ne voulait pas dire confinement la dernière fois. Et de fait, plus personne ne trouve que la réalité correspond à ce confinement, tant le premier mot, l'usage, s'est chargé, enrichi de ce traumatisme premier. Donc, tout ce qui est vécu à côté, finalement, on n'est pas à la mesure du premier confinement. Donc, oh, bah, c'est pas du confinement. On a beaucoup parlé de soins depuis 1 an et demi, bien sûr, et partout on voit des slogans « Prenez soin de vous », absolument partout, y compris dans nos vies privées. On a beaucoup parlé aussi de care, et on l'évoquera tout à l'heure en dernier débat avec Serge Guérin et Isabelle Delannoy. On a mis en lumière les soignants, beaucoup, et heureusement, mais quelque part, n'est-on pas allé trop loin, parfois ? Et est-ce que ça me fait penser aussi à la notion de bienveillance. Je me souviens du philosophe Yves Michaud, j'avais beaucoup discuté de cette notion-là, qui lui était extrêmement critique à l'égard de la manière dont nous étions emparés de ce mot, qui était absolument partout dans nos bouches. Est-ce que là, quelque part, on est allé trop loin parfois ? Ce qui est sûr, c'est que dans ce développement du langage du soin, prendre soin de l'autre, veiller à ce que l'autre prenne soin de lui surtout, on est en effet à la frontière entre bienveillance et surveillance. Il y a cette ambivalence, évidemment. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, si vous voulez, quand votre ami, votre compagnon, vos parents vous disent « prends bien soin de toi », il y a évidemment une motivation, un vrai souci de vous. Et dans ce cas-là, ça me paraît évidemment motivé et donc tout à fait adapté. Après, vous avez eu les enseignes aussi, les commerces qui ont dit « prenez soin de vous, vous nous manquez », ce qui est très drôle, vous nous avez manqué. Alors là, il y a un registre qui est l'infantilisation, et qui est évidemment de récupérer le drame, un profit économique, politique, bien sûr. Donc il faut faire attention. Ensuite, moi, je ne voudrais pas qu'on interdise ce type de formule, mais c'est en train de devenir une formule, et vous remarquerez que en anglais, take care, c'est donc prends soin de toi, c'est donc tellement fréquent que ça veut juste dire salut. Les gens disent take care, ils partent, ils ne vous regardent pas. Et donc, est-ce qu'on va venir à ça ? Moi, je remarque juste qu'on dit prendre soin de toi. C'est possible. C'est possible. Parlons des masques. Oui. Nous vivons en permanence avec des masques, alors nous sommes vaccinés l'un l'autre, nous sommes autorisés à ne pas porter de masque. Hier, il s'arrivait à se déguiser, c'était synonyme de fête. Maintenant, on les emploie pour se dissimuler, pour se protéger, pour protéger les autres, mais aussi beaucoup pour se protéger des autres. La pandémie laissera-t-elle, sur ce mot-là, masque, une empreinte particulière et durable, d'après vous ? Oui, il est sûr qu'il y a une transformation dans notre rapport au mot masque, et comme vous le disiez, qui était d'une tradition de festivité et de dissimulation joyeuse. Donc le théâtre antique, la commedia dell'arte. Venise. Ce que je trouve intéressant, c'est que les masques avant, justement, dans ce contexte de théâtre et de rôle, étaient surexpressifs. Vous savez, ils figeaient une expression pour jouer le vieillard, la femme, l'enfant. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils masquent. Totalement. Ça neutralise totalement. Donc, ça nous uniformise au lieu de nous spécifier dans un type. Moi, je remarque quand même, parce que je suis quelqu'un d'optimiste fondamentalement, non, je remarque que même
même avec cet attribut qui était laid, qui était sanitaire, qui était difficile, qui contrariait nos libertés fondamentales, il y a une forme d'appropriation. Chacun a développé une sorte de style de masque. Il y a ceux qui arborent les masques en tissu, cousus par leur maman. Il y a ceux qui préfèrent le sobre. Enfin, donc il y a une sorte d'appropriation malgré tout de ça. Mais c'est sûr que c'est devenu le masque, cette chose FFP avec des mots experts qui est plutôt désagréable. Oui. Les masques symbolisent une autre notion, un terme aussi qui est très présent dans nos bouches depuis 1 an et demi, c'est le terme de distanciation sociale. Est-ce qu'on n'aurait pas pu inventer un autre terme que celui-ci? Parce que ce qu'il induit, c'est quand même la peur de l'autre, avant tout. C'est presque le rejet de l'autre aussi. C'est prendre ses distances d'avec l'autre. C'est quand même lourd à porter comme terminologie. Non? Écoutez, je crois qu'au début de la crise, les gouvernants ont cherché des mots qui nous fassent comprendre qu'on pouvait réagir, qu'on n'allait pas être complètement passif. Et distanciation, vous voyez, avec iation, se distancier, c'était en effet non pas miser sur la distance qui est un fait, mais l'instaurer. Donc c'était pour nous encourager à agir. Donc évidemment, on aurait dû sans doute trouver quelque chose d'autre, notamment distanciation physique, qui ne portait pas cette connotation sociale. Mais je pense qu'à ce moment-là, voilà, moi je ne juge pas trop les mots qui ont été proposés. Je ne sais pas ce que j'aurais proposé à la place. Est-ce que vous redoutez quelque part que les comportements que nous adoptons, c'est la distanciation sociale et physique bien sûr qui m'y fait penser, les comportements que nous adoptons depuis 1 an et demi risquent de se prolonger au-delà du déconfinement? C'est-à-dire que nous aurons malheureusement appris à mettre de la distance entre autres et soi. Je pense qu'il est inévitable qu'il y ait une période de transition, que certains d'entre nous qui ont trouvé soit un confort, soit dont les peurs ont été exacerbées, mettent du temps à s'en remettre, ça me paraît naturel et humain. Chacun va faire selon sa nature. Il y en a qui vont se sauter dessus, s'embrasser goulûment, et les autres qui vont avoir peur un certain temps. Je pense qu'il va y avoir une empreinte, bien sûr, dans nos rapports, dans nos interactions sociales. Parlons de travail, parce que le monde du travail a été sacrément perturbé, bien sûr, par la crise. Et bien sûr, on parle beaucoup de télétravail, de visioconférence. C'est notre quotidien aujourd'hui. C'est un outil de mise à distance physique d'autrui. Et c'est devenu une norme. Et même dans certaines entreprises, ça va devenir la norme. Une norme qui va donc bouleverser très durablement notre relation au travail, mais surtout notre relation aux autres. Que redoutez-vous? Écoutez, moi je constate, en tout cas en tant qu'enseignante à la fac, que ça a été terriblement néfaste. Ça, donc je crois profondément à la nécessité vitale de distinguer un espace privé d'un espace public, un espace professionnel d'un espace familial, l'intimité d'un espace où vous êtes dans des relations donc, professionnelles. Et j'ai vu mes étudiants au fur et à mesure des mois, alors qu'au début il y avait cette sorte de sursaut de s'emparer de ce moyen, de le transformer, de le rendre acceptable. J'ai vu mes étudiants derrière les Zooms de semaine en semaine dépérir de plus en plus. En fait, j'ai compris à quel point le contexte de l'enseignement, mais le contexte de n'importe quel travail, je pense, est nécessaire. C'est-à-dire qu'on a besoin du corps, on a besoin d'interaction. Et vous êtes extrait de ce contexte, extrait du corps. Eh bien, vous avez 1000 distractions, vous êtes là, vous vaquez votre esprit. Et voilà. Donc, il y a un vrai problème et il faut l'enracinement, il faut la salle de classe pour un étudiant. Ça, j'en suis... Tout le monde, d'ailleurs, les étudiants aussi, en sont convaincus. Et donc, la salle de travail aussi, et pour la salle de travail, collaborer, pour travailler ensemble, bien sûr, tout simplement. Bien sûr. Notre ère a basculé définitivement dans le tout numérique. Il y a tout un nouveau vocabulaire dans notre quotidien, avec beaucoup d'anglicismes, puisque cette transformation numérique vient d'Amérique et elle sollicite aussi un langage plutôt universel. Click and collect, streaming, Teams, enfin j'en passe, il y a des centaines. Comment la linguiste que vous êtes interprète-t-elle justement à plus longue échéance cette mutation? Que va-t-elle laisser comme trace? Alors déjà... Moi, je ne sais pas si c'est pas une mutation récente. Hein. Donc, moi, j'interprète beaucoup les anglicismes et les emprunts à n'importe quelle autre langue dans le cadre de langues qui sont familières. Il y a des contacts culturels. Donc, il est inévitable, à partir du moment où nous travaillons comme certaines entreprises construites en Californie, par exemple, que nous employons des mots comme googler, liker. Vous voyez, leurs outils sont devenus les nôtres. Donc, il y a une appropriation du langage qui me paraît en fait normale et inévitable. Après, il y a beaucoup d'anglicismes qui vont disparaître. Vous savez, chaque année, il y en a qui disparaissent. Donc, tout ça sont des vagues. La Révolution française a été un des premiers moments historiques où on a importé beaucoup de mots parce que c'était les Anglais qui avaient pensé jury, voté, constitution. Voyez. Donc, je ne suis pas effrayée du tout de ça. Je dirais même, à mon avis, qu'on est plutôt vers la fin de cette tendance d'anglicisme, je pense. Alors moi, ce qui m'a marqué à la fois dans votre livre et ce qui me marque aujourd'hui, c'est que des mots sont devenus des mots très communs, sont ceux de marque.
Alors, c'est pas nouveau. Oui. Il y avait frigidaire autrefois Bien pour sûr. réfrigérateur. Mais en revanche, le rythme est devenu quand même assez effréné. Et nombre de ces mots, d'ailleurs, font référence à des géants de la communication, des nouvelles technologies américains. Dans votre livre, vous rappelez, c'est important, que lorsqu'on importe un mot, ce n'est pas seulement une donnée lexicale qu'on importe, c'est toute une culture. Le flot ininterrompu d'anglicismes, pour certains donc issus de marques, met-il en danger la langue française, mais surtout met-il en danger la culture française? Allons-nous être totalement inféodés à ce mercantilisme anglo-saxon qui naît justement, qui est porté par ces mots, qui s'enracine dans nos consciences grâce à ces mots? Eh bien, si vous pensez que c'est un modèle d'aliénation, un modèle économique d'aliénation, la réponse est oui. Après, si vous pensez qu'il y a des moyens, que ces outils fournissent aussi des moyens d'émancipation à certains, comme beaucoup le pensent, comme les mouvements d'émancipation féministe, alors c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Moi, je diabolise pas. Et puis, vous savez, une fois de plus, certes, ce sont des noms de marques. Par exemple, Googlé, prenons Googlé ou Uberisé. Mais c'est devenu des mots français. On a fait des verbes avec ça, on les a dérivés, on se les a appropriés. Si vous dites googler là-bas, personne ne vous comprend, mais de quoi tu parles? Donc voilà, je suis une fois de plus je relativise pas mal ces emprunts, moi. Ubériser, ça veut dire quoi d'ailleurs? C'est un mot qu'on emploie communément, mais finalement, c'est Ubériser, si vous voulez, le sens exact. Ce qui est fascinant, c'est que ça veut dire que le modèle de l'entreprise proposé par Uber, le modèle économique proposé par Uber, c'est-à-dire de cesser d'avoir une relation verticale entre un employeur et un employé, mais plutôt que ça se passe de façon horizontale, et avec déstructuration de tout ce qui va avec, dans la contractualisation du travail, a été exportable. Ce modèle est devenu exportable et donc reproduit. Et plus il se reproduit, plus vous pouvez caractériser quelques traits et dire « Ah voilà, c'est de l'ubérisation ». Et ce qui est drôle, c'est que Uber serait peut-être en train de se désubériser d'une certaine façon, et là on ne peut plus le dire, puisqu'on a dit ubériser. En 2020, au printemps 2020, il y a un an, Emmanuel Macron dénommait Résilience, le dispositif militaire appelé à soutenir le déploiement sanitaire. Et un an plus tard, le projet de loi climat qui est aussi baptisé Résilience. Partout, y compris dans les publications d'ailleurs d'entreprises, de communication interne ou externe d'entreprise, le mot résilience est brandi, et j'allais dire un peu comme une logorée, très souvent aussi au mépris de son véritable sens. Il faut le rappeler, le processus résilient est une reconstruction après avoir éprouvé un trauma, et d'ailleurs vous l'évoquez, vous le traitez dans le livre, alors que celui-ci a été bien sûr écrit bien avant, enfin pas bien avant, mais juste avant, il a été confiné. Il a été confiné, juste avant la pandémie. Est-ce qu'il n'est pas temps de laisser le mot résilience à sa juste et noble place? Alors, vous savez, Denis, j'ai cru comprendre que vous étiez proche de Boris Cyrulnik. Oui. Donc, vous parlez pour lui Non, parce qu'en plus, sur ce sujet-là, on a déjà discuté, il est beaucoup moins tranché que moi. Ah, ok, parce que je vais être moins tranché aussi. Absolument, il est beaucoup moins tranché que moi. Mais moi, je suis frappé, en fait. Alors, peut-être que ça vient aussi du fait que résilience est un joli mot, je ne sais pas, à l'oreille, et ça compte parfois l'emploi des mots, mais surtout... En fait, ce qui est intéressant, c'est que figurez-vous que résilience, il avait déjà un emploi écologique, en 1970 notamment, avec un Canadien écologiste qui était Holling, qui était très connu pour ses théories de la résilience, c'est-à-dire la capacité d'un écosystème à absorber une perturbation, à revenir à l'équilibre après une perturbation. Donc finalement, la psychiatrie s'empare de ce concept écologique. Alors, s'il revient en écologie aujourd'hui, déjà, pourquoi pas? Ensuite, vous avez raison, bien sûr, c'est un peu différent, mais c'est comme ça, à chaque fois qu'on s'empare des concepts populaires. Pourquoi il est populaire? Parce qu'il est optimiste, ce mot. Il va dire qu'on va rebondir. Résilience, c'est resilirer, c'est rebondir. Donc, en fait, ça veut dire on va y arriver, et c'est une façon, c'est un des mots comme le monde d'après qui nous permet de nous projeter après, de nous sortir de la situation du présent et de se dire avec optimisme que peut-être on va rebondir et que peut-être même on va apprendre de cette épreuve. Justement, au monde d'après, le monde d'après, je pense qu'au printemps dernier, nous l'avions tous dans nos têtes, dans nos bouches également. Au retour de l'été, il a commencé de faner. Aujourd'hui, il n'est plus que humus, j'allais dire. Ce terme incarnait vraiment l'espérance, celle d'une civilisation apaisée, réconciliée, fraternelle. Sa disparition est-elle momentanée? Ce terme-là, peut-il ressurgir? Ou au contraire, annonce-t-il une forme de dystopie? Le fait qu'il ait disparu est-il dystopique? En fait, j'ai trouvé fascinant que l'expression arrive dès le début, très vite, le monde d'après. Et moi, je l'ai vraiment perçu comme une sorte de formule magique. C'est-à-dire, ça ressemble beaucoup au début d'un conte de fées, le monde d'après. Il serait une fois le monde d'après, au secours. Vous voyez, il y a eu ça, en fait, au début. Et donc, c'est vrai qu'on entendait des gens dire « Ah, le monde d'après, ce sera mieux, on a compris qu'on était vulnérable, etc. » Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la crise a duré. Et en fait, dans le temps long, pour survivre, on a cessé
de se projeter après. C'était trop difficile d'imaginer un avenir radio, quelque chose de magnifique et de facile qui serait complètement différent, parce qu'il a fallu gérer le quotidien, le covidien en fait. Donc, jour après jour, on s'est englué dans un combat beaucoup plus minimaliste en fait. Donc oui, bien sûr, le monde d'après cessait d'être brandi comme un étendard. Vous savez quoi ? Je pense qu'il va revenir. Vraiment. Je pense qu'il est encore là quelque part et qu'il va ressurgir quand vraiment, véritablement, on pourra dire que c'est le monde d'après. Mais on dira le jour où il commencera. Oui, c'est mieux. On évoquait à l'instant le dispositif militaire résilience. Ça m'amène à vous questionner sur l'emploi d'un vocabulaire très guerrier depuis le début de la crise et dont le chef de l'État lui-même a été assez friand. Et voici ce que m'en disait le sociologue Michel Vivorka au printemps dernier. Parler de guerre à propos du Covid-19 est une faute. Une guerre ne surgit pas de nulle part. Une guerre, on la mène contre un ennemi humain animé d'une volonté consciente de nuire, ce que n'est pas et ne fait pas un virus. Claude Alfandiri, illustre résistant de la Seconde Guerre mondiale, me confiait de son côté « La lutte contre la pandémie ne peut pas être assimilée à une guerre. Je ne me sens pas en guerre. Le personnel soignant n'est pas en guerre. Les gouvernants ne composent pas un état-major de guerre. Le virus n'est pas un tortionnaire nazi ou un escadron déversant ses bombes sur un village. » Est-ce qu'on a créé cette rhétorique guerrière pour solidariser les gens autour de l'exécutif, pour créer un bloc au moment où la société entière, la nation entière était en pleine crise et en effroi de ce qui se passait le lendemain? Est-ce qu'on a commis une erreur? Est-ce que les gouvernants ont commis une erreur? Qu'est-ce que vous en pensez de ce mot, de cette rhétorique-là? Écoutez, je comprends la réticence exprimée par les deux personnes que vous citez, infiniment. En fait, il y a quelque chose de très intéressant par rapport à la métaphore. C'est donc une métaphore qui est utilisée soit par le chef de l'État, donc, comme vous l'avez dit, dans une rhétorique guerrière. Et là, c'est un des emplois de la métaphore, bien sûr, bien connu, pour convaincre. Et comme vous l'avez dit, bien sûr que c'était pour persuader, construire un récit national, insuffler un souffle épique à cette épreuve qui s'annonçait difficile, dire quels seraient les héros, c'était les soignants, quelle serait, vous avez la ligne derrière qui devait soutenir ces soignants, c'était nous, en restant chez nous. Donc il y a une construction d'un récit national. Et en ça, eh bien, c'était la vertu, on va dire, et la limite de ce discours, puisqu'en effet, il avait une intentionnalité. Ensuite, on peut aussi utiliser la métaphore de la guerre quand on vit une émotion très forte, une maladie, par exemple, et qu'on veut la décrire. C'est très ancien de décrire une maladie comme un corps ennemi qui vous attaque et contre lequel il faut se battre. Et dans ce cas-là, la métaphore de la guerre, moi, je l'ai entendue utilisée tout à fait spontanément par des soignants, justement, qui se disaient en première ligne, qui allaient au front le matin, qui avaient l'impression d'être un peu des victimes et pas que des héros. Donc, si vous voulez, ça dépend qui l'utilise, en fait, la métaphore. Et ce que je voudrais dire, c'est que par rapport au témoignage que vous avez lu, plus vous êtes proche d'une expérience, plus vous l'avez endurée pour de vrai, plus vous connaissez sa complexité, sa douleur, plus il est difficile d'en faire une métaphore. Parce que le sens métaphorique, c'est un sens toujours caricatural. C'est-à-dire que vous prenez quelques aspects, hop, et puis vous déclinez votre métaphore. Mais ceux qui ont vécu la douleur de la chose, c'est révoltant pour eux. Aujourd'hui, la métaphore du cancer, elle est très à la mode. Je sais pas, le racisme est un cancer qui... On parle de tumeur. Voilà, tumeur, etc. Les malades du cancer sont là au secours. Ça n'a rien à voir. Voyez. Donc quand vous avez vécu quelque chose, c'est difficile. Après, il reste que la guerre, le champ lexical de la guerre, est le champ dans lequel nous puisons le plus dès que nous voulons combattre, dès que nous voulons décrire des combats, même si on n'a pas vu la guerre. Donc c'est ça qui est paradoxal. C'est une manière de solidariser un peuple. Bien sûr. Derrière un chef. Tout à fait, tout à fait. Derrière un chef. Oui. Les plateaux de télévision sont envahis depuis 1 an et demi d'experts. Oui. C'est un mot fort. Alors des experts scientifiques, bien sûr, et dans toutes les disciplines de la médecine, des experts politiques, des experts journalistes, des experts commentaires. Il y a de véritables experts, il y a aussi de soi-disant experts, des experts autoproclamés. Et comme toujours, des imposteurs. La reconnaissance de l'expertise, qui est un mot beau, un mot fort, le mot d'expertise, aura-t-il du mal à se remettre des 15 mois et peut-être davantage que nous aurons passé pendant cette crise ? Oui, je pense, et à la fois, j'ai envie de dire, vous savez, l'expert, c'est expertus, celui qui a fait l'expérience d'eux et qui a fait ses preuves. Donc j'ai un peu envie d'utiliser un proverbe que mon grand-père Beauceron utilisait, à savoir que c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Vous le connaissez. Absolument. Et en fait, c'est-à-dire que l'expert qu'on déclarera véritablement expert sera celui dont les prévisions, le modèle sera le plus proche de ce qu'on aura vécu. Aujourd'hui, c'est tellement difficile. Et donc il est vrai que cette période, moi je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé, je suis contente que vous posiez la question, de la difficulté éprouvée par tous,
tous, c'est-à-dire nous tous qui ne sommes pas médecins, qui ne sommes pas épidémiologues, etc., à comprendre ce qui se passait, à utiliser des mots, on ne comprend rien, ARN messager, alors on connaît ADN, on comprend que c'est différent, ça fait peur. Tous ces mots d'expertise qu'on s'est mis à employer sans les comprendre, c'est très difficile. Et oui, il y a eu multiplication du rapport, de ces informations sur Internet, partout, des prises de parole, des gens qui affichaient leurs titres. Moi, je trouve que c'est plutôt une bataille de titres et de diplômes. Ah, lui, il est machin, il va nous dire... De légitimité aussi. De légitimité, bien sûr. Et donc, c'est vrai qu'on est déjà dans une crise qui est bien connue, la crise de la post-vérité, parce que tout le monde, c'est l'ère du soupçon par rapport à l'information, qui a raison, qui a tort. Les journalistes sont obligés de publier des fact-checking pour nous dire non, attendez, là, c'était une fake news. Donc, c'est très compliqué et la crise nous a encore plus, enfoncés dans ce marasme. Dans votre livre, donc, je le rappelle, qui était écrit avant la pandémie, c'est assez étonnant de voir d'ailleurs comment il est presque précurseur de certaines choses. Vous consacrez un chapitre à l'écologie et dans ce chapitre, vous introduisez une notion qui est omniprésente depuis le début de la crise, c'est celle de burn-out. Oui. Ce syndrome de l'épuisement des ressources, qui est une métaphore écologique, comme vous le rappelez, et dont l'origine est, faut-il le rappeler aussi, la main de l'homme. Cet état de burn-out frappe donc maintenant l'espèce humaine autant qu'il affecte les ressources vivantes de la planète par la faute de l'espèce humaine. Oui. Est-ce que cela pourrait nous aider demain, parce que nous sommes nous-mêmes victimes de ce burn-out dont nous frappons l'existence des autres espèces végétales et animales, est-ce que ça pourrait nous aider à être davantage conscients des autres et notamment de cette nature ? Oui, je pense vraiment. Je pense qu'il y a une vertu paradoxale à cette crise sanitaire et notamment le burn-out, mais aussi la viralité. Vous pensez peut-être à ça quand je parle de la viralité dans le livre. Quand j'ai fini d'écrire le livre, c'était donc juste avant, et je disais que la viralité était devenue quelque chose de souhaitable en marketing. Vous savez qu'il fallait qu'une vidéo soit virale, que c'était l'idéal du marketing. Là, je crois qu'on est redescendu et qu'on a compris la vulnérabilité, la solidarité et l'enjeu de cet épuisement et qu'on a vécu aussi cet épuisement causé, induit, augmenté par les filtres, les écrans, les visios, etc. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience, oui, écologique. Chaque jour, dès notre réveil, sont projetés sur nos écrans de téléphone, de télévision, le nombre de morts qui ont succombé la veille au Covid-19. Plusieurs fois par jour, nous entendons, nous voyons, nous lisons le terme « mort ». Ces morts sont plus de 100 000 en France, ils sont plus de 3 400 ou 500 000 dans le monde. Ces morts sont sans visage. Ce chiffre quotidien les désincarne, les déshumanise et presque les banalise. Quand nous aurons quitté la pandémie, notre considération de la mort, notre relation à la mort auront-elles changé ? Ce qui est sûr et ce qui est vraiment difficile aussi, oui, dans cette période, c'est, comme vous dites, l'exposition à un discours scientifique. Parce que le nombre de morts, des chiffres, ça, c'est un discours scientifique sur la mort. Or, la mort n'est rien de cela. La mort est impossible à penser autrement que si on la vit. Donc en fait, la mort ne se pense pas, elle se vit. Elle se vit si quelqu'un qu'on aime, un être vivant, meurt. Donc elle se vit et se pense par contraste. Donc c'est impossible qu'un être humain qui n'a pas perdu quelqu'un soit touché, affecté par ces chiffres qui montent. Il est obligé d'avoir une réaction de banalisation. Et c'est le même problème avec toutes les statistiques dans le domaine des maladies. Vous savez, on vous dit, vous avez, je ne sais pas, 20% de chances de vous en sortir, mais ça ne veut rien dire. Ça ne dira rien à vous. Ça ne se pense pas à l'échelle humaine. Une statistique ne se pense pas à l'échelle humaine. Est-ce que vous pensez, moi je me souviens de ce que m'expliquait un jour Edgar Morin, il considère que le diktat du chiffre, de la quantification, c'est sans doute l'un des pires poisons de notre civilisation aujourd'hui, parce que justement, il banalise et désincarne totalement l'humanité. Oui, je serais d'accord. Je serais d'accord. Je trouve infernale la course des chiffres qui ne signifient rien. Et je pense qu'il faudrait protéger un petit peu, en effet, des données quand on ne sait pas comment les interpréter. Et donc, le rapport à la mort sera-t-il modifié ? Eh bien, ça, de nouveau, va diviser ceux qui ont perdu quelqu'un, ceux qui ont vécu la mort, de ceux qui ont juste vu des chiffres qui ne leur parlaient pas. Et là, il va falloir réconcilier ces deux parties de la population. Des mots ont presque disparu de notre vocabulaire. Joie, fête, embrassade, rire. Moi, ce matin, j'ai redécouvert le mot terrasse. Avant de venir ici, je suis allé boire un café à 7h. J'étais tellement heureux de retrouver le mot terrasse. Ces mots vont réapparaître, évidemment, dans nos têtes, dans nos échanges. Mais sous quelle forme ? Sous des formes peut-être différentes ? Qu'est-ce que vous en pensez, ça ? Les mots de la festivité, par exemple. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai remarqué, ils n'avaient pas complètement
complètement disparu, ils sont passés en clandestinité. Vous savez? Tout à fait. Et donc ça, c'est drôle. Fêtes clandestines. Oui, les fêtes clandestines. Et puis ce préfet du centre Val-de-Loire qui avait dit la bamboche, c'est terminé, vous savez. Et alors ça m'a fait rire parce que je me suis dit, tiens, finalement, la fête résiste, mais underground, vous savez, Absolument. mais cachée, quoi, dissimulée, on la traque. Et ça m'a fait, voilà, je trouve ça un peu drôle. Pareil, il y a eu WhatsAppéro, Zoomapéro, donc une forme de déclinaison virtuelle de la festivité. Donc elle a fait de la résistance. Et bien sûr qu'elle va ressurgir et qu'on le souhaite. Après, une fois de plus, il y aura sans doute des craintes attachées à ça. Il y aura... Ces Zoomapéro, d'ailleurs, sont des avatars. On s'en est sorti extrêmement vite. Ah oui, c'était terrible. C'est vraiment terrible. C'est aussi une illustration, quand on évoquait le télétravail tout à l'heure, c'est vraiment la démonstration que cette relation par écran interposé a toutes ses limites. Tout à fait, on est d'accord. Un mot sur la solidarité. Nous allons en parler maintenant avec Serge Guérin et Isabelle Delannoy. Le fait que nous ayons ces mots communs, on emploie tous ces mots finalement, on a un tronc commun dans nos échanges. Est-ce que ça peut nous aider finalement, j'essaie d'être très optimiste, est-ce que ça peut nous aider à avoir davantage de considération pour les uns les autres, d'être davantage dans la solidarité, dans la compréhension unique d'un même mal finalement et d'être les uns les autres J'en suis convaincue. J'en suis convaincue. C'est-à-dire que, vous savez, il ne suffit pas de traverser une épreuve ensemble pour se sentir solidaire. Il faut pouvoir la nommer, il faut pouvoir en discuter, il faut pouvoir échanger des points de vue, confronter nos expériences. Et ça, c'est possible grâce au langage. Et si on ne trouve pas des mots qui sont les mêmes pour confronter nos expériences, se confier, dire la difficulté, dire l'espoir, dire des solutions, alors on n'y arrivera pas. Donc oui, moi je pense vraiment que le langage est un levier de la solidarité. On va conclure en parlant d'avenir, c'est important. Dans ce contexte d'un avenir qui est à très court terme quasiment illisible, est-ce qu'on peut quand même se projeter avec espoir, détermination dans l'avenir avec un A majuscule? À quelles conditions, justement, peut-on aujourd'hui essayer de construire après-demain sans être totalement limité aux injonctions de maintenant et de demain? Mais il est vrai que l'avenir, en plus ce mot en français, c'est vraiment un mot d'habitude associé à des perspectives lointaines et heureuses et grandes, vous voyez. Il est promis un grand avenir, celui-là a de l'avenir. Donc l'avenir, c'est glorieux en général dans la langue française. Il est vrai qu'avec cette situation de crise, on a eu un rétrécissement d'horizon. Et donc l'avenir a un petit peu sombré, en même temps que le présent s'élargissait. Et donc en fait, ça c'était parce qu'il fallait tenir. Mais moi je pense qu'il suffit de faire comme les stoïciens, à savoir se réjouir de ce qui dépend de nous, et se réjouir quand ce qui advient, c'est-à-dire l'avenir, n'est pas si triste. Et donc aujourd'hui, 19 mai, ouverture des terrasses, moi je me réjouis d'abord de cet avenir-là. C'est déjà ça. Le moment que nous avons traversé depuis 15 mois, dans la manière dont vous exercez votre métier, dans la nature aussi des travaux que vous allez conduire dans les prochains mois, les prochaines années, est-ce qu'il aura un impact, ce moment que nous avons traversé? Et si oui, quel sera-t-il? Si vous pouvez bien sûr le définir. Bien sûr. Moi, par rapport à mon travail, j'ai changé de métier. J'ai véritablement changé de métier. C'est-à-dire qu'avoir des étudiants neurasthéniques derrière un écran, qui sont en train de souffrir, Alors, j'ai développé des techniques, toutes sortes de techniques. Je suis devenue une stakhanoviste du PowerPoint avec des interactions pour qu'ils réagissent toutes les 7 minutes. J'ai compris qu'il fallait absolument que, malgré l'écran, je tende ma main pour leur dire « Allez, réagissez, réagissez ». Vous voyez, donc c'est devenu cet exercice-là. Et je crois qu'on a tous pris conscience, mes étudiants aussi, de l'importance, je vous dis, d'un environnement qui soit dédié à l'interaction. Mais vous appréhendez le jour où vous allez les retrouver? Mais pas du tout. Enfin, appréhendez dans le bon sens du terme, d'ailleurs. Bien sûr. Non. Moi, vous savez, on s'est déjà un peu retrouvés à la rentrée dernière et on avait les larmes aux yeux. Mes étudiants aussi. Et jamais je n'ai vu une telle motivation, une telle joie, une telle reconnaissance de la part des étudiants qu'à l'automne dernier, tous mes collègues et moi, on n'en revenait pas. C'est-à-dire que tous étaient là, tous étaient présents, tous étaient merci de venir malgré le masque et tout. Et il y avait une ferveur, vraiment. Il y a eu un déclic par rapport à ça, voyez. Donc moi, de ça, je me réjouis déjà. On va s'arrêter sur ce très beau mot, ce mot ferveur. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau pour nous parler justement de ces mots qui font notre quotidien et surtout qui feront notre avenir. Merci beaucoup. Merci à vous.